Bonsoir. Merci d'être là. Je m'appelle Jérémy et je vais vous présenter rapidement le déroulé de la soirée. Alors d'abord, on va faire une introduction rapide qui explique pourquoi on a souhaité faire cette réunion publique au nom de la NUP sur le pouvoir d'achat. Ensuite, une première partie qui explique ce qu'est le pouvoir d'achat et son évolution ces derniers mois, sur la répartition des richesses, sur l'éradication de la pauvreté, sur la nécessité de transformer notre pouvoir d'achat en pouvoir de vivre. Une deuxième partie présentée par les candidats concernant les mesures que la NUP propose pour répondre aux problèmes soulevés. Et enfin, un débat ouvert pendant lequel vous pourrez poser vos questions. Alors pourquoi cette réunion ? Vous avez vu qu'à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, avec l'Union populaire et le programme L'Avenir en commun, est passé à 400 000 voix du deuxième tour et d'un vrai débat avec Macron qui aurait permis de trancher entre deux choix de société. Ça ne s'est pas fait et du coup, Mélenchon a appelé au troisième tour et à l'élire Premier ministre. Sous cette impulsion, les partis de gauche, à savoir la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS, le PC et Génération, se sont réunis et se sont accordés pour créer la NUPS avec un programme partagé de gouvernement qui comporte 640 mesures. C'est un programme de gouvernement parce que le but de cette NUPS est dans un premier temps de faire élire le plus de députés possible. Et à partir de 289 députés sur 577, Macron est alors pratiquement contraint de choisir le Premier ministre au sein de la nouvelle majorité parlementaire. Avec les législatives, on peut donc imposer une cohabitation avec un gouvernement NUPS. Les députés qu'on va élire ne sont pas des élus locaux comme les conseillers généraux ou régionaux. Ils ont très peu de pouvoir direct au niveau local, mais ils peuvent avoir une influence et ils ont un réseau. Mais ce sont des élus nationaux qui doivent nous représenter à l'Assemblée nationale, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. C'est vrai que pour nous représenter correctement, ils doivent avoir un ancrage local, rencontrer, écouter les gens qui les ont élus, mais le boulot se fait surtout à Paris. Dans notre circonscription, les candidats qui ont été investis par la NUPS, ce sont Cyril Girardot et Marlène Marty. Bonsoir, je m'appelle Patrick. On a préparé cette soirée un petit peu là tous ensemble, hein. On a fait des réunions. Nous sommes le 9 juin 2022, dans 3 jours, les élections législatives et ses enjeux, comme l'a rappelé Jérémy. Ça fait déjà longtemps qu'à l'Assemblée nationale, des députés dénoncent les inégalités sociales. Écoutez ce discours que j'ai retrouvé, il a été prononcé par Victor Hugo à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849, il y a un peu plus de 170 années. Il dit « Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre est une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernements doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. » Bon, en 1962, Victor Hugo, il a aussi écrit Les Misérables, roman bien connu dans lequel il donne sa voix au peuple. Dans cette œuvre, notamment, il prend la défense de ceux qui souffrent et use de sa plume pour dénoncer les mauvaises conditions de vie des pauvres. Mais encore, il y a aujourd'hui en France 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 1063 € par mois, des pauvres donc, 300 000 personnes sans domicile et des associations caritatives qui sont débordées. En 1831, Victor Hugo a aussi écrit Notre-Dame de Paris. Il y dénonce l'état de ruine de ce monument et argumente qu'une loi soit votée pour sauver la cathédrale. On va faire le lien. En juillet 1945, une loi a été votée pour la restauration de la cathédrale. Le but de Victor Hugo était enfin atteint. Elle a été restaurée, avant de brûler malheureusement en 2019. Alors pour sa restauration, massivement de l'argent nécessaire a été collecté à grands coups de communication, radio et télé. Tout le monde s'en est servi. 200 millions d'euros par la famille Arnaud, LVMH, quoi. 100 millions d'euros par la famille Bettencourt, 100 millions d'euros par Total, 100 millions d'euros par François-Henri Pinault. Très bien et merci à eux pour ce patrimoine bâti. Mais si on revient à notre Victor Hugo, autre patrimoine national, et si on met en perspective les deux romans cités, Les Misérables et Notre-Dame de Paris, un but a été atteint en 1945. Notre-Dame de Paris a été reconstruite, quoi. Le but des Misérables, mais le but des Misérables et du discours de l'Assemblée nationale ne sont pas atteints. La progression du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français en 2021 n'a été que de 1,9%, là où pendant la même période, les patrons du CAC 40 ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 67%. C'est pas mal. Alors oui, nous sommes en Dordogne, au pays du gavage, quoi. Mais ça gave grave, là, quoi.
Là où d'autres ne cessent de compter les fins de mois et se serrent la ceinture. Alors oui, il faut une loi pour éradiquer la pauvreté. Oui, il faut une loi pour éradiquer la pauvreté. Plus personne en dessous du seuil de pauvreté. À noter que dans Encore les Misérables, Victor Hugo évoque par la notion d'or fumier la nécessité d'une société plus écologique en parlant déjà du retraitement des déchets et de la gestion et le respect de l'eau. Une véritable protestation écologique avant l'heure. Lutte sociale, lutte écologique ne sont pas là des enjeux de plus en plus pressants et toujours encore tellement d'actualité. Pour une société moins prédatrice de l'écosystème du vivant, des humains et de la planète Terre, alors je reprends et je me permets. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Et c'est bien sûr Victor Hugo, à l'Assemblée nationale. Ceux-là même pour lesquels on s'apprête à voter dimanche, quoi. Alors, donc, la réunion publique sur le pouvoir d'achat. D'abord, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à consommer. C'est ce qu'il nous reste quand on prend nos revenus et qu'on enlève nos dépenses contraintes. Le pouvoir d'achat dépend donc du niveau des revenus et du niveau des prix. Les revenus, globalement, stagnent depuis la crise de 2008 et même baissent pour les fonctionnaires avec le point d'indice qui est gelé. L'inflation est basse et donc les prix augmentent peu. Et donc, le pouvoir d'achat stagne aussi jusqu'en 2020. Donc, 2008-2020, le pouvoir d'achat, il évolue très peu. En 2020, c'est le Covid. On a une économie qui passe à l'arrêt pendant les confinements avec une baisse très forte de l'offre et de la demande. À la sortie des confinements, la demande repart, notamment grâce au plan de relance, sauf que dans beaucoup de domaines, l'offre peine à suivre. Ça fait grimper les prix des matières premières comme le pétrole, le bois, et c'est le début d'un nouvel épisode d'inflation. Pendant l'année 2021, le bois brut a pris plus de 50%, le PVC 115%, le métal 60%, et il y en a plein comme ça. On arrive en 2022, et au début de l'année, Poutine envahit l'Ukraine. Ça rajoute aux problèmes existants parce que la Russie est un gros exportateur de pétrole, de gaz et avec l'Ukraine de blé. La hausse du pétrole et du gaz nous impacte fortement. Le pétrole parce qu'on en a besoin pour rouler et le gaz parce qu'on a indexé le prix de l'électricité dessus. Les directives européennes ont créé un marché unique européen de l'électricité et ont fait l'ouverture à la concurrence pour d'autres fournisseurs d'énergie. Et du coup, même pour nous en France avec notre électricité nucléaire produite à bas coût, on se retrouve avec possiblement une hausse de 35%. Pour l'instant, cette hausse est retardée avec un bouclier tarifaire et limitée à 4%, mais elle n'est que retardée. Un bouclier tarifaire qui est d'ailleurs en train de faire couler EDF, parce qu'il se retrouve obligé de vendre son électricité à bas coût et d'en racheter sur ce fameux marché à prix d'or pour fournir ses consommateurs. À ces phénomènes conjoncturels s'ajoute un autre phénomène important, la spéculation. Cette spéculation est structurelle à l'organisation de notre économie. Les marchés financiers spéculent sur le blé ou l'énergie et leur cupidité provoque une hausse artificielle des prix. Avec tout ça, quasiment sur les 3 derniers mois, les pâtes ont pris plus de 15%, la farine, la viande, l'huile, la moutarde, le café 10% et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est le plus fort taux d'inflation depuis 37 ans. Et qu'est-ce que propose Macron? Des chèques. Le chèque énergie, peut-être un chèque alimentaire, un chèque inflation, des chèques qui sont un transfert d'argent public vers le privé. Des chèques qui disent « vous pouvez continuer à payer, à augmenter vos prix, vos marges, vos dividendes. De toute façon, c'est l'État qui va payer, le Trésor public va payer, les Français vont payer. » Alors c'est vrai que dans une économie mondialisée et qu'on ne peut pas tout contrôler, il se passe des événements dans le monde qui nous impactent financièrement. Mais il existe des leviers sur lesquels on peut appuyer pour adoucir ces impacts. On peut notamment modifier la répartition des richesses. Bonsoir, voilà, je m'appelle Alima, je suis habitante de Nontron depuis 1 an. Et voilà. Et donc, je soutiens la candidature de Cyril et de Marlène. Alors moi, je vais vous donner quelques chiffres. La pauvreté n'est pas une fatalité, elle est le cœur du système capitaliste. Les travailleurs et les travailleuses sont contraints d'accepter des salaires de misère et de plus en plus de précarité. Le gouvernement Macron a fait le choix assumé de renforcer les inégalités, fragiliser les plus pauvres et accroître la fortune des plus riches. 10 millions de personnes, soit 15% d'entre nous, vivent sous le seuil de pauvreté. 24% des enfants vivent dans une famille monoparentale. 8 millions de personnes, 10% d'entre nous, sont en insécurité alimentaire. 4 millions de personnes, 5% d'entre nous, sont mal logés. 3 millions d'enfants, 1 enfant sur 5 vivent dans une famille pauvre. 2 millions de personnes vivent avec moins de 700 € par mois et 300 000 personnes sont sans domicile. Alors que les milliardaires ont accumulé 236 milliards d'euros en pleine pandémie.
Dans le même temps que l'argent ruisselait sur les plus riches, les pauvres, eux, subissaient une baisse d'APL de 5 €, mesure qui a touché 6,5 millions de personnes. 29% des jeunes sont en situation de pauvreté. Il faut rappeler que les moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. En pleine crise Covid, le pouvoir a refusé de leur étendre cette allocation qui aurait permis à beaucoup de ces jeunes de garder la tête hors de l'eau. Nous avons tous vu pendant la pandémie des jeunes faire la queue pour se nourrir devant les associations. Non seulement cette politique appauvrit encore plus les plus pauvres, mais elle appauvrit les ressources de l'État, ce qui a pour conséquence la baisse des services publics. Se loger, se chauffer, avoir de l'eau, accéder aux soins, à l'éducation sont des fondamentaux que la collectivité doit nous assurer. Nous ne pouvons pas accepter les coupures d'eau et d'électricité, quelle que soit la période de l'année, sous prétexte que les personnes ne peuvent pas payer leurs factures. Nous ne pouvons pas accepter qu'un enfant soit privé de cantine scolaire, alors que 25% des enfants sont dans un foyer monoparental. Euphémisme pour cacher le fait qu'il s'agit à 85% de familles où la mère élève seule son enfant. Sachant que les salaires des femmes sont inférieurs de 20% à celui des hommes, il est facile de constater que ces familles où la mère élève seule son enfant peuvent très vite basculer dans la pauvreté. Pour aggraver la situation des plus pauvres, les services indispensables à la vie quotidienne, centres économiques, sociaux, culturels et institutionnels, sont de plus en plus éloignés, entraînant pour les habitants et les habitantes des zones rurales et périurbaines toujours plus de temps en voiture pour chaque acte de la vie quotidienne. Cette mobilité subie est liée directement à une politique qui a favorisé l'étalement urbain et la séparation des fonctions d'habitation, d'emploi, de commerce et de loisirs. Les habitants et habitantes des territoires ruraux et périurbains sont mis à l'écart, oubliés du développement économique. L'Angleterre a décidé de taxer les entreprises de pétrole et de gaz à hauteur de 25% afin d'aider les ménages les plus vulnérables d'au moins 1 200 livres par année, soit 1 401 €. Pendant ce temps, notre gouvernement donne 18 centimes par litre d'essence avec nos impôts. Ce gouvernement ne propose rien de tangible. Ce n'est que saupoudrage et effet d'annonce. Voilà. Merci. Voilà, donc je m'appelle Michel Pelfig, j'ai été invité en tant qu'animateur au Secours catholique pour essayer de donner un petit peu on a vu des chiffres nationaux, d'essayer un peu de se rapprocher du territoire et voilà, de pouvoir aussi être, nous on dit souvent ça, être la voix des sans-voix. Alors si on intervient aujourd'hui, on intervient clairement sur des propositions pour les élections 2022 qu'on a faites, donc, et ces propositions sont effectivement présentées à tout candidat. Voilà, pour effectivement pouvoir combattre et même effectivement supprimer la pauvreté. Alors quelques chiffres, hein, voilà, sur le territoire. Alors c'est le territoire de la Dordogne, mais en fait c'est similaire hein, actuellement sur le Périgord vert et le Périgord blanc, puisque j'interviens sur ces deux secteurs. Sur 5000 situations rencontrées en 2020, donc 23% de ces personnes étaient des femmes seules. Donc 26% étaient des mères isolées, avec enfants bien sûr, 22% des hommes seuls, des couples 19%, des couples sans enfants 5%, et des pères isolés, ben oui mesdames, il y en a aussi, 5%. Voilà. Donc les principales demandes lorsque quelqu'un vient frapper à notre porte sont 52% des écoutes des accueils. Alors ce chiffre a augmenté par rapport à 2019 de 19 points. Tout est pourquoi, hein, il y a eu l'effet isolement, l'effet pandémie. Donc ensuite, les principales demandes qui arrivent derrière, 43% sont des loyers, des factures d'énergie et d'eau. Voilà, toute la problématique des précarités énergétiques. Et alimentation, 37%. 15 points de plus par rapport à 2019. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'étais contacté, on parlait du pouvoir d'achat, mais nous, on aime bien aussi, on parle surtout du pouvoir de vivre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, on en est là, pouvoir de vivre. Pouvoir de vivre, c'est s'alimenter avec des produits de qualité. C'est se loger dans un logement sain et bien chauffé. C'est se soigner,
Et c'est permettre aussi aux personnes en difficulté d'avoir des espaces où leur parole est entendue par les décideurs. Voilà. Et donc ça tombe bien, peut-être que là, potentiellement, on aura un décideur au niveau national. Voilà. Donc je vais juste faire un petit peu un zoom sur l'accès digne à l'alimentation pour le Secours catholique. C'est quoi aujourd'hui? Donc on constate que l'aide alimentaire est devenue en 2020 une des principales demandes exprimées par les ménages. Sans surprise, c'est le niveau des ressources des ménages qui est en jeu. Le niveau des dépenses est incompressible, loyer, charges, transport, santé, remboursement de crédit. Et donc conduit ceci à devoir choisir entre se nourrir, se chauffer, se soigner ou cumuler des impayés. Ce recours massif à l'aide alimentaire est pour nous révélateur d'un problème de fond, à commencer par l'insuffisance des minima sociaux et des revenus en bas de l'échelle sociale. Pour nous aujourd'hui, c'est un problème structurel, c'est pas du tout voilà. Donc une solution, effectivement, c'est qu'on porte fort l'augmentation des minima. Alors, afin de restaurer la dignité des personnes, il faudrait concevoir des solutions avec les personnes concernées pour restaurer leur dignité dans l'accès à une alimentation suffisante et de qualité. La plupart des personnes devant recourir à l'aide alimentaire évoquent la honte qu'ils connaissent lorsqu'ils doivent fréquenter des dispositifs réservés aux personnes en situation de précarité. Voilà, je vais juste vous donner un petit témoignage. Donc, sur l'accès, on développe aussi, comme d'autres associations, ce qu'on appelle des jardins alimentaires, des jardins collectifs. Donc, je vais juste vous demander un petit témoignage d'une personne. Au début, habitué aux légumes des grandes surfaces, je n'aimais pas trop les légumes que nous avions plantés. Mais le fait de découvrir les légumes qu'on cultive nous-mêmes, ça change tout. Maintenant, c'est le contraire, ce sont les légumes des grandes surfaces que je n'aime plus à manger. C'est agréable d'avoir une nourriture saine. Participer au jardin solidaire, ça nous fait sortir de chez nous, rencontrer du monde. Tomates, courgettes, haricots, concombres. Pendant les mois compliqués que nous avons traversés en 2020, nous avions la chance de pouvoir venir récolter tous ces légumes. Un autre aspect sur, effectivement, la précarité énergétique. On ne peut pas aujourd'hui, au secours, se résoudre qu'à travers des aides financières qu'on accorde aux personnes rencontrées pour soulager une partie du règlement des factures. Car elle a alors le sentiment de ne pas changer réellement de situation. On entend aussi pouvoir accompagner les personnes confrontées à des situations de précarité énergétique de manière très concrète dans des projets de rénovation de leur habitat, isolation des murs, changement des fenêtres, des appareils de chauffage, en conjuguant l'accompagnement fraternel et la mobilisation des dispositifs existants, subvention ANA, prime rénov'. Et aussi, on souhaite développer aussi le plaidoyer, comment aussi faire remonter des difficultés que rencontrent les personnes auprès de nos élus, et là, en l'occurrence, les députés. Et donc, le Secours catholique va créer, à partir du 16 novembre 2022, un groupe d'amitié parlementaire du Secours catholique. Donc, il va inviter 3 fois par an tous les parlementaires qui le souhaitent, pour pouvoir être un lieu de rencontre aussi, où effectivement, on pourra aussi faire rencontrer des personnes qui ont l'expérience de la précarité, de proposer des visites de terrain, de réfléchir ensemble à un sujet qui les intéresseront et qui font l'actualité ou qui va faire l'objet d'un texte de loi. Voilà un petit peu ce qu'on essaye de développer. Et nous, on a pris le parti aujourd'hui de la fraternité. Voilà. Et je vous propose à tous d'essayer. Merci. Bien, mais bonjour à tous. Je m'appelle Sarah, j'habite à Javerlac. Moi, je vais évoquer avec vous aujourd'hui le sujet des salaires. De par mon métier, je rencontre beaucoup de personnes et souvent des jeunes couples. Je veux dire 25, 35 ans. Mais sans aller jusque-là, je pense que vous-même ou dans votre entourage, vous avez déjà été confronté à ce type de situation. Je m'explique. Je connais un couple, ils sont dans ma famille, c'est Thierry et Chloé. C'est un jeune couple qui vivent ensemble, ils ont 3 enfants, ils travaillent tous les deux. Et voilà, jusque-là, vous allez me dire tout va bien, voilà. Thierry travaille à 35 heures, payé au SMIC. Chloé travaille à temps partiel, payé au SMIC. Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse sur le temps partiel. C'est très, enfin pour ma part, je trouve que c'est très problématique, puisqu'en fait c'est souvent des petits métiers. Quand je dis petits métiers, c'est pas péjoratif, c'est pour dire c'est des aides ménagères, des caissières, des aides-soignantes.
C'est des personnes qui ont été mises à contribution lors des confinements et qu'on a oublié encore aujourd'hui. Voilà. C'est des métiers où il y a souvent du temps fractionné au niveau du temps de travail, souvent des déplacements qui sont en dehors de leur salaire, puisque c'est pas pris en compte dans le temps de travail, d'où un impact encore plus important au niveau de leur salaire. Et surtout, ce sont des métiers qui sont occupés majoritairement par des femmes et qui impactent d'autant plus les familles monoparentales. Voilà. Bon, je referme la parenthèse là-dessus. Donc Thierry, 35 heures, payé au SMIC. Chloé, temps partiel, payé au SMIC. Donc à eux deux, ils ont un revenu de tout juste 2 000 € par mois. Donc 2 000 € par mois, je vous laisse envisager un petit peu ce que ça peut donner à la fin de mois, la complication des fins de mois du budget, en termes de budget. Donc le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils habitent en ville. Donc Chloé, pour aller à son travail, elle peut prendre les transports en commun. Chose qu'ici, nous, on peut pas ou difficilement faire. Voilà. Ici, quand on est un couple qui travaille, il faut 2 véhicules. Donc ça veut dire 2 achats de véhicules. Ça veut dire double entretien de voiture, double facture d'assurance et surtout double frais de carburant. Alors pour s'en sortir, Thierry et Chloé, ils ont pris une deuxième activité, tous les deux, pour arrondir les fins de mois et puis surtout pour s'offrir un petit plaisir de temps en temps quand tout va bien. La poussée inflationniste qu'on subit actuellement rejaillit d'autant plus sur ces petits salaires. La montée des prix en cours et qui va perdurer, ronge littéralement les salaires et va donner une inflation, en fait une épidémie de travailleurs pauvres. D'où les doubles emplois, les 2 activités, d'où un nombre croissant de personnes de salariés qui vivent dans leur voiture. Alors ça, on le voit pas trop ici, mais surtout dans les grandes villes, parce que l'accès au logement est d'autant plus compliqué dans les villes parce que les loyers sont beaucoup plus chers et que aussi clairement les critères pour avoir un loyer, un logement aujourd'hui, on demande tellement de garanties que ça devient très compliqué pour une personne seule. Voilà. Et pendant ce temps-là, les gros patrons, eux, et les actionnaires, ils engrangent. Ils continuent d'engranger. Alors aujourd'hui, que fait notre gouvernement ? Il distribue des chèques. Chèques alimentaires, chèques carburant. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à vivre comme ça ? Est-ce qu'on doit continuer à se laisser acheter ? Nous voulons vivre dignement de notre salaire. Tout ce qu'on veut, nous, c'est vivre dignement de notre travail et non vivre à coup d'aides quelconques. Surtout que ce sont des aides qui sont ponctuelles et ça va pas durer dans le temps. Donc, il faut revaloriser aujourd'hui le travail. Revaloriser le travail, ça veut dire augmenter les salaires. Déjà, ça passe par là. Ça, c'est la première étape, la plus urgente. Et il faut améliorer les conditions de travail aussi, que ça soit dans le privé ou dans le public. Il faut pas les oublier. Et puis également limiter la précarisation du travail parce que ça devient trop de précarisation. Il y a trop d'intérim, trop de CDD, trop de CDIC également. Je ne sais pas si vous connaissez les CDIC. Les CDIC, c'est un CDI de chantier. Alors avant, c'était limité au bâtiment, au BTP plutôt, plus exactement. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à plus de branches. C'est des contrats, comment expliquer ? C'est des contrats qui concernent une mission et non pas une durée dans le temps. Donc on vous embauche, vous connaissez même pas la limite de votre travail. Vous savez pas si c'est dans 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, vous en savez rien du tout. Quand la mission est arrivée à son terme, on vous licencie. Voilà. Donc en fait, vous devenez des tâcherons, clairement. Voilà, je finirai par ces mots.
on a subi les dernières élections depuis trop longtemps. Il n'y a pas une élection tous les 5 ans, hein. Il n'y a pas que la présidentielle. Les législatives, elles font partie intégrante du processus démocratique de notre pays. Faut pas hésiter. Voilà, il faut se battre et il faut voter pour ça. Voilà. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Karine et je suis travailleur social depuis 30 ans et depuis 10 ans sur ce territoire, soit comme salarié, soit comme bénévole, ça dépend des périodes. Et on m'a proposé de venir témoigner de ce que j'avais pu observer et vivre ici. Mais j'avais vraiment très envie de parler. Après, on a parlé voilà du pouvoir d'achat, on a parlé du pouvoir de vivre. Moi, j'avais envie de vous parler du pouvoir d'agir, parce qu'effectivement, je travaille avec des gens qui sont en difficulté, sans emploi, à temps partiel, on l'a dit, ou alors avec des salaires tellement scandaleux qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. On a vu aussi que les personnes les plus en difficulté, ben évidemment, plus on descend dans les difficultés, plus on est isolé, soit seul, et soit si on a une famille, 70% par exemple des personnes qui touchent le RSA sur notre territoire sont des familles monoparentales. Dans les familles, hein, 70% des familles sont monoparentales. Ça vous donne tout de suite voilà, une petite image. Donc le pouvoir d'agir, pourquoi ? Parce que la relation des personnes les plus en difficulté avec la collectivité dans laquelle ils vivent, dont ils dépendent, c'est une relation, on appelle ça d'usagers. Alors d'usagers, c'est-à-dire ils sont usagers de services, mais c'est des services qu'on a décidés pour eux. Et en plus, c'est des services souvent qui sont difficiles d'accès pour eux. Ou alors, on parle aussi de relations de bénéficiaires. Bénéficiaires d'aide qu'on leur octroie, mais avec suspicion. Attention. Parce que on les suspecte soit de ne pas la mériter, cette aide, ou alors de la gaspiller, ou bien encore d'accepter l'aide et de s'en contenter et de ne plus rien faire. Vous connaissez ces discours, hein, on les entend toute la journée. Donc plus on est dans la mouise, plus on est suspect. Pourtant, si on se met à changer de posture, à accueillir ces personnes, à les écouter, à les valoriser, évidemment, il se passe des choses passionnantes. Voilà. Aujourd'hui, je suis par exemple bénévole dans un lieu qui s'appelle la zone des transitions. On voit des personnes venir dans notre espace de gratuité parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin de fringues, elles ont besoin de vaisselle, elles ont besoin d'objets. Elles n'ont pas les moyens de se les payer. Puis en plus, on leur répète qu'il faut, on les transforme en consommateurs excessifs. Il faut absolument avoir le dernier truc, le dernier fringue. Bon, très bien. Donc ils viennent, ils ont besoin, c'est gratuit, fort bien. Mais on les accueille, on discute avec eux, on leur propose de devenir bénévoles. Évidemment, la grande majorité, ça les intéresse. Ça valorise c'est valorisant pour eux, ils se sentent utiles, ils créent du lien social avec les autres personnes qui croisent. Et il y en a même, au bout du bout, qui rentrent dans les instances de décision et qui deviennent administrateurs d'associations. Finalement, si on ne considère pas les gens comme des simples consommateurs ou des exécutants, des purs exécutants, mais on leur redonne ce pouvoir d'agir et on leur redonne des moyens de sortir des schémas dans lesquels on les enferme trop souvent. C'est un processus d'acquisition, ou de renforcement des capacités à agir face à l'adversité. On a tous ces possibilités en nous, même quand on est au fond du fond. Et on peut même se rendre utile pour la collectivité, cette fameuse collectivité qui nous bazarde d'une aide, un chèque, on en a parlé, du haut de ça, hein, en disant oui bon, éventuellement. Face à toutes ces crises que nous traversons, les services sociaux officiels n'ont pour la plupart que des réponses partielles, souvent individuelles et généralement cloisonnées. Et ces réponses, elles entrent dans le cadre de politiques de réparation ou d'adaptation à un système nocif. En gros, on demande aux travailleurs sociaux de mettre des pansements, mais sur un système qui va super mal. Et en plus, on nous demande de le faire avec une gestion qui est proche du monde de l'entreprise, de plus en plus. Enfin, moi, en 30 ans, je peux vous dire que j'ai vu la situation
se casser la figure. On nous impose une gestion financière, une gestion RH et un système d'évaluation quantitatif. Ben voilà, ben ça crée des angoisses d'identité professionnelle, des angoisses d'identité militante pour les bénévoles, et ça entraîne une perte de sens globale. Donc ben, il y a de moins en moins de monde dans les écoles de travailleurs sociaux, il y a des démissions en masse, et c'est bizarre, il y a de moins en moins de bénévoles, dites donc, vous avez entendu ça, on ne sait plus où les trouver. Alors voilà, je voulais témoigner là-dessus et dire quand je dis nous, je parle des travailleurs sociaux, des bénévoles que je côtoie. On est de plus en plus nombreux à ne plus vouloir ça. On veut modifier cette fameuse relation dont je parlais juste avant et on veut travailler avec les habitants plutôt que pour eux. On veut bosser avec eux. Et c'est possible. On a parlé de possible tout à l'heure. C'est possible en utilisant les méthodes d'éducation populaire, de développement social local et en étant soutenu par ces fameux décideurs. Et c'est une question de posture pour nous, mais aussi pour les décideurs, en fait, de vouloir soutenir les habitants dans des actions d'émancipation. C'est pas toujours facile pour des élus, mais c'est possible. Bonsoir, je m'appelle Dominique et je suis retraité. Donc comme beaucoup de mes camarades, alors pas comme beaucoup de mes camarades parce que je commençais par j'ai une toute petite retraite. Donc j'espère que vous n'avez pas une retraite aussi petite que la mienne. Vous m'entendez? Ça marche là? Moi je m'entends pas. Là je rapproche. C'est parce que je suis vieux, ouais. J'ai une toute petite retraite et comme mes camarades, je considère qu'il est effectivement urgent de voir notre pouvoir d'achat augmenter, de revaloriser les retraites, de mieux payer les infirmières, de sortir les gens de la rue, d'éradiquer la pauvreté dans notre pays qui, rappelons-le, est la 5e ou 6e puissance économique. Comme mes camarades, je ne veux pas me contenter de chèque alimentaire. Au passage, on vient d'apprendre que le chèque alimentaire, je crois qu'il est reporté à une date ultérieure. C'est remplacé par un chèque inflation, je crois, qui va être mis en place. Enfin bon, voilà. Le chèque alimentaire, c'était pour essayer de privilégier les produits bio, des produits de qualité, etc. Donc ça sera pour plus tard. C'est Borne qui nous a dit ça hier. Je suis pas non plus d'accord. Il faut se rappeler que les 18 centimes, par exemple, à la pompe, c'est avec notre argent que Macron nous les verse. Hein. C'est l'argent du Trésor public, c'est l'argent de nos impôts, et c'est donc notre argent. De la même façon que le chèque alimentaire, c'est nous qui allons le payer avec nos impôts, avec notre argent. C'est pas les grands céréaliers qui spéculent actuellement sur le blé depuis le début de la guerre en Ukraine. Les gens ne veulent pas qu'on leur fasse la charité, ça a été dit. Les étudiants ne veulent plus faire la queue pour trouver à manger comme on l'a vu pendant le confinement. Les travailleurs pauvres ne veulent plus dormir dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un loyer. Les gens ont besoin de pouvoir d'achat, mais aussi, et peut-être avant tout, de dignité. Moi, j'aimerais insister sur un point particulier. 3 Français sur 4 déclarent que leur vote va être influencé par la problématique du pouvoir d'achat. Mais moi, je voudrais poser la question, c'est quoi le pouvoir d'achat ? Est-ce que c'est d'avoir plus d'argent pour pouvoir l'acheter des pizzas Buitoni qui nous rendent malades ou qui nous font mourir, même parfois? Est-ce que c'est d'acheter plus de viande sortie tout droit d'usine à viande où les animaux sont entassés, maltraités, on sait ce qui se passe? Consommer des fruits qui traversent les océans dans des containers afin de se retrouver sur les étalages de nos supermarchés? Est-ce que c'est pouvoir mettre plus de carburant dans nos voitures et contribuer ainsi à puiser dans les énergies fossiles et continuer à détruire la planète? Ou encore acheter des vêtements fabriqués en Asie dans des conditions de travail forcées par des gamins qui sont forcés de travailler. Est-ce que c'est cela dont nous avons besoin? Je me répète, c'est une priorité absolue que de permettre aux 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté que de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Il y a aucun débat là-dessus. La défense du pouvoir d'achat est une revendication légitime et il y a urgence dans ce domaine. Mais nous ne pouvons pas nous polariser sur le pouvoir d'achat. La vie ne se réduit pas au pouvoir de consommer.
On a cherché à nous faire croire que acheter c'était j'achète donc je suis. Je crois qu'il y a d'autres recettes du bonheur que celle-ci. Le pouvoir d'achat, il ne faut pas l'oublier, c'est le pouvoir d'accéder à la consommation et par la consommation de participer, sans toujours beaucoup y réfléchir, à la prédation de la planète. Toute consommation finit par entraîner une captation sur la nature. Et si ce dont nous avions besoin n'était pas seulement toujours de plus de pouvoir d'achat, mais de pouvoir de mieux vivre. Le programme de la NUPS demande d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel on ne prélève pas plus, on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Mais il faut aussi oser parler de sobriété, car c'est l'élément essentiel pour parvenir à un monde durable. Nous devons diminuer notre part de prélèvement sur la nature. Retourner sur les marchés pour trouver des produits sains et faire vivre les producteurs locaux, manger moins de viande mais de meilleure qualité. En un mot, d'essayer de faire preuve de plus de sobriété. Faire preuve de sobriété, c'est une chose bien difficile à dire et à entendre pour toutes celles et ceux qui voient leur frigo se vider à partir du 15 du mois. Je le conçois bien, mais je crois qu'il faut avoir le courage de parler de sobriété. Je crois que c'est quelque chose qui va devoir s'imposer à nous dans les décennies qui viennent. Cela rend plus urgent encore la redistribution des richesses, pas forcément une augmentation généralisée du pouvoir d'achat, mais bien une redistribution des richesses existantes. Et de plus, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'amélioration des conditions de vie ne signifie pas exclusivement augmentation du pouvoir d'achat. Certains biens essentiels peuvent être attribués sans passer par la sphère marchande. Ainsi, l'accès à des soins gratuits et de qualité ne fait pas proprement parler du pouvoir d'achat, mais est un élément majeur de la qualité de vie. On pourrait multiplier les exemples de biens non marchands ou qui ne devraient pas être soumis à la sphère marchande pour définir la qualité de vie des citoyens, l'école, la culture, les loisirs, les services publics. Je voudrais terminer sur une histoire drôle, mais qui va peut-être vous agacer un petit peu, vous m'en pardonnerez. Il y a quelques jours, j'ai découvert, je vous conseille vraiment d'y aller parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. J'ai découvert sur Internet un site qui s'appelle l'Avion de Bernard. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? L'Avion de Bernard, faut aller le voir, l'Avion de Bernard. L'Avion de Bernard, c'est quoi? C'est un site qui scrute les déplacements du jet privé de Bernard Arnault, qui est le milliardaire français, qui est la troisième fortune mondiale quand même. Et donc ils suivent le parcours de son jet privé. Pour ce que je vais vous raconter soit vraiment intéressant, il faut savoir que l'empreinte carbone d'un Français est de 10 tonnes de CO2 par habitant et par an. Bernard, au mois de mai, juste le mois de mai là, qui vient de s'écouler, il en est à 172 tonnes avec le jet privé. Hein. C'est à peu près 200 fois plus que vous et moi. Et ça, c'est que le jet privé. Je vous épargne parce qu'il y a un yacht aussi avec un héliport sur le yacht, avec un sous-marin de poche qui lui permet d'aller faire des balades en Méditerranée. Et ça, il semblerait que ça coûte encore plus cher que le jet privé. Je me pose une question. Je ne sais pas si Bernard bénéficie des 18 centimes de remise à la pompe quand il fait le plein de son jet. Peut-être. Je ne sais pas quelle est la législation dans ce domaine. Mais je pense que Bernard, il va falloir que tu apprennes à partager et il va falloir que tu apprennes à faire preuve d'un peu plus de sobriété. Voilà. Je ne sais pas, moi, divise ton pouvoir d'achat par 200 et comme ça, on pourra peut-être commencer à vivre dans un monde un peu meilleur. Voilà, bonsoir. Allez voir le site, c'est génial. Bonsoir, merci beaucoup à tous d'être avec nous. Peut-être quelques mots de présentation. Donc moi, je suis Marlène Marty, la suppléante de Cyril Girardot.
Je suis formatrice en travail social. Je confirme, de moins en moins d'étudiants à l'entrée de nos écoles. Un secteur qui s'est, je sais pas les mots, métamorphosé, on va dire ça comme ça. Et bon, je dirais juste un élément avec le nouveau référentiel d'évaluation de l'HAS. Alors, je suis pas sûre que ça va concerner votre secteur. Ben, c'est bien, parce que ça n'annonce rien de bon. Voilà. Donc oui, un secteur qui va très très mal. Ben moi j'essaie de former des travailleurs sociaux quand même au travail social et à essayer de le faire évoluer ou en tout cas pas trop se détruire. J'habite à Sorges et je viens de la LFI. Voilà. Mais ce soir, et depuis le début de cette campagne, je suis très très heureuse de porter avec Cyril le programme de la Nouvelle Union Populaire. La Nouvelle Union Populaire, donc accord programmatique de l'ensemble des forces de gauche. Alors ce soir, le thème du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, pose la question de la pauvreté, mais aussi de la dignité. Ça a été dit. Alors, quand on pense à la pauvreté, moi, quelque chose qui me vient tout de suite, c'est l'ancienneté qu'elle a. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toujours existé. Que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit pendant les 30 Glorieuses, bien qu'on les ait appelées 30 Glorieuses, il y avait de la pauvreté. Un peu moins, beaucoup moins, mais il y en avait. Et aujourd'hui, 6e puissance mondiale, il y a encore de la pauvreté. Donc c'est un peu une constante, cette affaire-là. Et il y a une deuxième constante, c'est la ligne de clivage entre, tu l'as un peu dit d'ailleurs, les bons pauvres et les mauvais pauvres. Ça a toujours existé. Le bon pauvre, ben, c'est celui qui a légitimement les raisons d'être pauvre. Il a un handicap, il y a un manque. Donc, bon, ben, lui, il ne peut pas travailler. OK. Et le mauvais, ben, c'est celui qui est pauvre parce qu'il ne veut pas travailler. Parce qu'il est feignant, parce qu'il est profiteur, je ne sais quoi. Au Moyen-Âge, c'était le vagabond. Hein. Il y a une figure il y a toute une littérature là-dessus. Donc au Moyen-Âge, le mauvais pauvre, c'était le vagabond. Bon, et ben aujourd'hui, c'est plus le vagabond, mais c'est l'assisté. Et quand on fait du porte-à-porte, entre autres, dans des logements sociaux, à Nontron ou ailleurs, je regarde Romain parce qu'on en a eu fait ensemble, on rencontre des personnes modestes qui travaillent, qui ont du mal à finir le mois, et qui vous expliquent que le responsable de leur situation, c'est le voisin. Ils vous montrent même la porte. C'est le voisin qui, lui, a toutes les aides sociales et donc il capte toute la richesse. Alors, on peut pas être très sévère avec ces personnes qui, finalement, entendent un peu cette petite musique en boucle dans la bouche de la classe politique dominante et petite musique qui est largement relayée par les chaînes d'infos continues. Donc, voilà, ces personnes, j'ai envie de dire, il faut travailler avec elles, il faut essayer de déconstruire tout ça. Et donc, en effet, je pense qu'il y a un gros travail de déconstruction de cette attaque qui est faite aux pauvres en les stigmatisant d'assister. Alors, moi, je voudrais revenir sur cette notion d'assistance. La notion d'assistance, c'est quoi? En fait, l'assistance, c'est noble, c'est très noble, puisque c'est finalement la déclinaison du principe républicain d'égalité. Il y a un principe d'égalité, sauf que tout le monde ne part pas avec le même capital, et en effet, certains ont vraiment des manques tels que, pour qu'ils puissent être à minima sur un statut d'égalité avec les autres, on leur porte assistance. Le terme a été modifié dans le Code de l'action sociale et de la famille, il est transformé en aide sociale, mais c'est noble, c'est une déclinaison du principe républicain d'égalité. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est noble d'assister ceux qui en ont besoin, et nous le ferons. Et nous le ferons pour que, en effet, la République soit aussi la leur, soit aussi la nôtre. Alors, une fois qu'on a dit, voilà, la question de l'assistance est une question noble, une question républicaine,
aujourd'hui, quand on dit mais ces pauvres, donc, ils sont dans l'assistanat, ils s'y complaisent. Est-ce que sérieusement, on peut se complaire avec 575 € de RSA? C'est bien évidemment pas sérieux. C'est d'autant moins sérieux que parmi ceux qui pourraient bénéficier de ces 575 €, parce qu'ils y ont droit, eh bien, un certain nombre, et en ce qui concerne le RSA, c'est 1/3, ne font pas valoir leurs droits. Et le non-recours, le coût du non-recours, c'est 10 milliards. Quand j'ai vu le chiffre, il a fallu que je vérifie quand même. Hein. Mais en effet, la fraude, c'est 10 milliards. Alors quand on a ces arguments-là, je me dis, là je vais y arriver, quoi. Je vais déconstruire. On ne va plus me parler d'assistanat, c'est pas possible. Eh bien si, on peut vous renvoyer. Ouais, d'accord, le non-recours et la fraude sociale. La fraude sociale, c'est 1 milliard. Et puis, quant à regarder la fraude sociale, regardons la fraude fiscale. Alors là, la fraude fiscale, c'est 13 milliards. Donc on voit bien quand même qu'il y a vraiment des représentations solides à déconstruire et qu'on a tous les arguments, tous les chiffres objectivables pour le faire. Et j'irai plus loin, alors ça va être dans la continuité de ce que disait Domi, ce terme d'assistanat, il existe. Bah, s'il existe, il doit bien recourir à une réalité. Bah oui, il en recouvre une. Hein, si on reprend ce que tu as cité, avec la suppression de l'ISF, avec la mise en place de la flat tax, les milliardaires français ont accumulé 236 milliards d'euros pendant la pandémie. Avec ces 236 milliards d'euros, on aurait pu créer 1 million d'emplois payés à 2 000 € pendant 4 ans. C'est pas ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, donc, on a 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de Français. Bah oui, il y a de l'assistanat, en effet. Mais c'est pas celui qu'on croit. Alors, face à ce déséquilibre, notre projet politique, quel est-il ? Avant de répondre à cette question, rappelons 2 choses. La pauvreté est le résultat d'une économie de marché qui n'est pas régulée. Et il est de la responsabilité de l'État de le réguler, et donc nous légiférons en ce sens. Alors comment ? Alors d'abord en renforçant les instruments qui existent, parce que le RSA, oui bien sûr, il est trop faible, mais il existe et c'est une mesure essentielle. Donc le RSA, on l'augmentera comme l'ensemble des minima sociaux, on l'augmentera à hauteur du seuil de pauvreté. Ensuite, donc là, c'est vraiment les mesures ciblées. Au-delà de ces mesures ciblées, nous avons des mesures plus larges qui concernent l'ensemble de la population. Je pense aux nouvelles modalités de facturation des biens communs, donc la gratuité pour tous des premiers mètres cubes d'eau, des premiers kilowattheures d'électricité et une tarification progressive qui augmente au fur et à mesure qu'on consomme. Donc ça, c'est un changement radical de conception de la consommation. Parce que ça veut dire qu'on distingue ce qui est de la consommation nécessaire, vitale, de ce qui est de la consommation générale, je vais l'appeler comme ça, et surtout de la consommation qui impacte l'environnement. C'est-à-dire que plus on consomme, plus le mètre cube, le kilowattheure d'eau coûtera. Et du coup, Bernard, peut-être qu'il coûtera quand même, il payera peut-être un peu plus que nous. Donc, revoir la tarification pour les biens les biens communs. Et enfin, bloquer les prix de première nécessité, parce que là, on est dans une situation d'urgence. On l'a dit tout à l'heure, le prix du carburant à plus de 2 €. Dans nos territoires ruraux, pour un certain nombre, le choix, c'est manger ou se déplacer. Donc, il y aura un blocage des prix des carburants, des biens alimentaires et de l'énergie.
Et ça, c'est une mesure qui se fera très rapidement quand on arrivera au pouvoir. Hein, ça se fera au lendemain des élections, parce que cette envolée des prix, elle menace vraiment la survie sociale, et puis finalement, elle menace le fonctionnement du pays. Donc il y aura un décret pour bloquer ces prix dès au lendemain de l'élection. Alors pour ceux qui nous disent, ou qui ils nous le disent déjà, c'est pas possible. L'État ne peut pas aller bloquer des prix qui sont fixés par une entreprise privée. Eh bien, on leur répond que l'article 410.2 du Code du commerce le permet dans une situation exceptionnelle. Et nous sommes dans une situation exceptionnelle, sortie de pandémie, inflation galopante, pénurie. Donc on le fera, et on a les instruments juridiques pour le faire. Autre niveau d'intervention, augmenter les salaires. Alors on portera le SMIC à 1 500 €, mais ça suffit pas. Donc on a bien sûr pensé à la suite. Nous inviterons à ce qu'il y ait des négociations salariales par branche. Alors quand l'État incite, ça se fait, hein, ça fonctionne, ça s'est déjà fait. Et dans le cadre de négociations salariales par branche, il y a un rapport de force qui permet de réelles négociations. J'en profite pour rappeler que avant la loi El Khomri, l'accord de branche était supérieur à l'accord d'entreprise. C'est-à-dire que aucun accord d'entreprise ne pouvait être moins favorable qu'un accord de branche. D'accord ? La loi El Khomri, elle a revu ça. C'est-à-dire que pour un certain nombre de points, l'accord d'entreprise, il peut être plus défavorable que l'accord de branche. Donc il va sans dire que la loi El Khomri, nous l'abrogerons également. Nous augmenterons le point d'indice des fonctionnaires. Alors là aussi, c'est une précarité dont on ne parle pas souvent. Mais parmi les fonctionnaires, je pense notamment à la fonction publique territoriale, la catégorie C, où après plusieurs dizaines d'ancienneté, les fonctionnaires, pour le coup, sont tout juste au-dessus du SMIC. Hein. Donc là aussi, il y a des choses à faire pour les fonctionnaires. Et enfin, nous fixerons un salaire maximum autorisé pour limiter l'écart entre 1 et 20 dans une même entreprise, c'est-à-dire qu'entre le salaire le plus petit, le plus élevé ne pourra pas être 20 fois plus élevé que le plus petit. Donc, à la NUP, notre projet politique pour le pouvoir d'agir, le pouvoir de vivre, se décline à 3 niveaux. Faire baisser la pauvreté monétaire, donc ça c'est faire augmenter les aides sociales, c'est augmenter les salaires. Restaurer les services publics. Cette question est centrale. Nous avons d'ailleurs abordé le sujet lors de notre première réunion publique au début de cette campagne. Les services publics, ils ont été construits au cours du XXe siècle pour réguler les effets désastreux du marché et en vue de garantir la solidarité de la nation et l'intérêt général. Ils sont donc essentiels pour les moins dotés. Pourtant, aujourd'hui, ils sont démantelés. Je citerai juste un exemple. On n'a plus de médecins de ville, donc ça c'est pas le service public, mais on n'a plus de médecins de ville. Et notre service public, qui est l'hôpital, eh bien il y a une discontinuité dans l'ouverture des services d'urgence aujourd'hui. On a des services d'urgence qui ferment la nuit, qui ferment le week-end, pour ne citer que ça, alors que par principe, il y a la continuité du service public. Donc on en est arrivé au point où même les principes fondamentaux ne sont pas respectés. Donc contrairement à ce qui a tendance à être affirmé, le service public, c'est absolument pas archaïque. Le service public, ça a été créé pour pallier aux failles du libéralisme, et on nous vend là le libéralisme comme étant moderne, et puis ce qui est public, ça serait archaïque. Non, c'est le libéralisme qui est archaïque. Et d'ailleurs, on l'a expérimenté au XIXe siècle, tu nous en as très bien parlé, et ça ne
fonctionne pas. Donc bien évidemment, nous restaurerons les services publics. Et enfin, nous garantirons qu'au sein de la République, la place de citoyen soit assurée à chacun. Vraiment, dans l'esprit de notre programme, il y a cette volonté d'instaurer une nouvelle République qui devienne vraiment celle de toutes et tous. Alors ça passe par l'instauration de la 6e République, pour laquelle les citoyens seront conviés pour écrire eux-mêmes cette nouvelle constitution. Ça passe par le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et ça c'est un outil par rapport à la question que nous traitons là de la pauvreté, de la dignité. C'est une question essentielle parce que le RIC, ça permet notamment de révoquer des élus. Et par exemple, de révoquer des élus qui seraient corrompus. Donc c'est essentiel par rapport à ce qu'on dit là. Parce que ça veut dire que c'est donner la possibilité à des citoyens, y compris les plus modestes, de mettre dehors des élus qui ne seraient pas honnêtes avec l'argent public. Donc vraiment, nous voulons impulser une nouvelle manière de faire de la politique, de travailler les dossiers avec les acteurs de terrain. C'est comme ça qu'a été construit le programme, hein. Il y a eu des centaines d'heures d'auditions, d'associations, de syndicats, d'intellectuels. On a repris d'ailleurs un certain nombre de mesures proposées par les associations. Et donc, nous ferons en sorte que la politique ne soit plus seulement l'affaire de spécialistes. Et pour cela, il suffit d'envoyer le 12 et le 19 juin prochain à l'Assemblée des citoyens comme Cyril Girardot. Donc Cyril Girardot, le candidat titulaire, donc vous voyez nos têtes un petit peu partout. Et je vais justement... Si je tape dedans, je vais justement revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a des remerciements déjà à faire dans un premier temps, parce qu'à chaque fois qu'on débarque dans une salle, que ce soit Nontron ou ailleurs, et quand on arrive, la salle est déjà toute décorée, et c'est l'œuvre des militants justement qui sont là. C'est pour ça qu'on arrive à se réunir, c'est parce que c'est eux qui réservent les salles, parce que c'est eux qui sont capables d'aller prendre les clés, de s'en occuper. Donc merci à vous, et à tous ceux qui ont pris la parole aussi. En parlant de ça, Alima s'est un petit peu cachée derrière son petit doigt. Il y a 5 ans, elle était à notre place, pas ici. Ah oui, au Mans. Elle était au Mans, et donc c'était une candidate suppléante au Mans. Donc c'est tout un honneur, voilà, d'avoir des militants qui sont capables de s'investir comme ça sur tout le long de leur vie. Et donc merci pour tout ça. Merci à vous d'être présents, et merci aux techniciens que je surexploite depuis le début de la campagne. Et qui captent du coup chacun de ces événements depuis le début. Donc, je vais me présenter complètement. Donc, Cyril Girardot, je suis dirigeant et fondateur d'UNSCOP à Hautefort, donc dans l'est du département. Et je suis donc engagé, on va dire, depuis longtemps. À 16 ans, je bloquais mon lycée avec Sideuil. Au-delà de ça, derrière, j'ai dirigé la campagne des législatives sur Sarlat et sur toute cette grande circonscription aussi en 2017 pour la France Insoumise. Je suis membre du Parti ouvrier indépendant et donc ce soir, je suis devant vous. Un petit peu pour ça aussi. Dans les autres remerciements que j'ai oubliés, on a aussi une équipe de campagne, plus ou moins rapprochée, qu'il faudrait remercier. Parce que sans eux, là, on n'aurait vraiment pas fait grand-chose du tout, vu la masse de travail qu'ils abattent au quotidien. Donc Romain, c'est notre mandataire, juste là. Sofiane, qui a été se cacher tout au fond, parce qu'il est en train de gérer justement tout le second tour, déjà. Et tous ceux qui nous servent justement de référents locaux, un petit peu partout, puisque cette circonscription est immense, on met plus de 2 heures à la traverser, donc on est impacté d'autant plus justement par pas mal de choses qu'on va regarder sur le reste. Et on arrive avec un nouvel espoir, c'est-à-dire que là, depuis quelques jours, on s'aperçoit que la Macronie panique. Alors tant mieux, hein. Mais elle panique pas pour rien, puisque les sondages qui d'habitude nous mettent au fin fond, en se trompant, entre 4 et 7 points à 2 jours du premier tour des présidentielles, cette fois-ci nous donne en tête. Nous donne en tête non seulement sur une proportion nationale, c'est-à-dire une différence quand même de 31 à 27% par rapport à ensemble, mais aussi en nombre de sièges.
C'est-à-dire que sur cluster 17, pour ne citer qu'eux, puisque c'est eux qui se sont rapprochés le plus des résultats des présidentielles, on arrive à un résultat qui nous permettrait d'avoir une majorité à l'Assemblée. C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que quand on est unis avec la France Insoumise, avec le PCF, avec le PS, avec Europe Écologie Les Verts qui est venu nous rejoindre au fil de la réunion, puisqu'on a Marilyn qui est venue nous rejoindre, on arrive sur une nouvelle époque et un nouveau temps des conquêtes. Ça a été un petit peu toujours le fil conducteur, on va dire, de notre courant de pensée, les conquêtes, que ce soit la conquête du temps libre, qui a été un éternel combat, on va dire, de nos familles politiques. C'est l'histoire de ce triangle rouge qui débute le 1er mai 1890 avec une revendication simple. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et ces conquêtes sociales, notre histoire en a été parsemée, que ce soit en 1910 avec la mise en place pour une première fois de la retraite, à 65 ans, que certains veulent remettre au goût du jour, repartir en arrière. En 1936 avec le Front populaire, une mise en place des 40 heures de travail par semaine, des congés payés. En 1945, avec le CNR, alors pas celui de maintenant, Comité national de résistance, c'était un petit peu autre chose. La sécurité sociale, le droit de grève, la grille des salaires, celle qu'on veut essayer justement de faire suivre le modèle du SMIC. En 1982, avec la retraite à 60 ans. Dans les années 2000, avec les 35 heures de travail hebdomadaire, et en 2022, avec vous et avec nous, pour un retour à cette lente conquête de nos droits sociaux, que ce soit le retour au véritable 35 heures, que ce soit le retour de la retraite à 60 ans et à 40 annuités, et essayons de faire un nouveau Front populaire. Et c'est aussi la conquête du temps long, parce que l'urgence permanente et les états d'urgence permanents nous ont détournés justement de ce temps long, de cette volonté de planifier. Et c'est quelque chose d'essentiel, puisque la planification, tout le monde en fait, même dans le monde de l'entreprise. Il n'y a que les néolibéraux qui sont incapables de le comprendre. Alors que c'est d'autant plus nécessaire, notamment pour pouvoir relever ce défi écologique dont tu parlais tout à l'heure. Le GIEC nous laisse 3 ans. Donc il va falloir qu'on arrive à se bouger dès maintenant, surtout à planifier dès maintenant. Parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, et on n'arrivera pas à éteindre les centrales nucléaires sans les remplacer avant, on n'arrivera pas à enlever les moteurs thermiques sans avoir de quoi les remplacer avant, et sans développer les transports en commun. Donc c'est la planification qui est nécessaire, et c'est cette planification qui nous permettra de choisir dans quel monde nous voulons vivre. Quel futur nous souhaitons, que ce soit pour nous, pour nos enfants, ou plus. Et je vais rendre un petit peu un certain hommage, entre guillemets, à mon parti politique, du coup le Parti ouvrier indépendant, dès 2017, ils ont organisé, avec d'autres militants associatifs, syndicaux, le Comité national de la résistance et de la reconquête. Parce qu'ils avaient déjà anticipé qu'avec Macron, on va reprendre la phrase de Mélenchon, on allait cracher du sang. Verdict, on n'en est pas très loin quand même. C'était le but de mettre en discussion une proposition simple, de constituer un comité national pour la défense des acquis et des droits arrachés en 1936 et 1945. En somme, l'embryon de la NUPES actuelle. Donc, on se félicite d'autant plus au Parti ouvrier indépendant d'en être arrivé jusqu'ici actuellement. Donc oui, ils ont raison d'avoir peur, ils ont raison de nous craindre, parce que nous sommes unis et que nous vaincrons. Et Emmanuel Macron fanfaronnait aussi le 15 décembre sur TF1 en prétendant que le pouvoir d'achat avait augmenté en moyenne sous ce quinquennat plus que sous les 2 précédents malgré la crise. Pas ce que vous en pensez, mais... ouais, on l'a pas vu. On est peu nombreux à l'avoir vu. Et en effet, puisque 2017, la vie coûte de plus en plus cher alors que les salaires stagnent. Donc forcément, si c'est une moyenne, c'est que certains se gavent. Le salaire minimum n'a progressé que de 10% depuis 2017. Sur la même période, les loyers augmentent 5%. L'énergie, 31%. Le simple fait d'envoyer un courrier, le timbre, 38%. Les produits frais avant la période d'inflation là actuelle, plus 25%. Les frais de tenue compte bancaire, plus 100%. L'assurance automobile, plus 18%. Complémentaire santé,
plus 10%. Vous savez, les mêmes complémentaires santé qui ne devaient pas bouger. C'est impossible, ils le savent. Plus 10%. La consultation chez le généraliste, plus 10%. Même niveau que le salaire. Pour le coup, là, on est resté sur quelque chose d'à peu près similaire. Dans le même temps, durant la seule période de 2020 à 2021, les riches, les 500 plus grosses fortunes, ont vu leur fortune progresser de 86%. Donc, il y a un truc simple, hein. On va mettre le SMIC, plus 86% de 2020 à 2021. On va dire qu'il ne bouge pas en 2022, il a 2200 € net mensuels. On a un petit peu de taf à rattraper. Ces riches vivent au-dessus de nos moyens. Ces 9 millions de pauvres, 10 millions de mal logés dans la 6e puissance économique mondiale, c'est une honte. C'est pour ça que nous souhaitons cette augmentation de ce qu'on appelle les minima sociaux, et qui est un simple droit à la vie. C'est-à-dire que 1063 €, le seuil de pauvreté, c'est juste le simple minimum nécessaire pour pouvoir vivre. Mais on veut aller plus loin. C'est aussi une augmentation, par exemple, de l'AAH, en la déconjugalisant complètement, et surtout en rendant un petit peu l'AAH utile. C'est-à-dire que l'AAH a cette particularité, c'est quand les gens ne peuvent pas travailler. C'est pas par choix, notamment, qu'ils ne peuvent pas travailler. L'AAH devra être évaluée au niveau du SMIC. Ça, c'est un minimum. C'est-à-dire que chez nous, le SMIC, c'est 1500 € net mensuel. C'est la retraite à 60 ans et 40 annuités, avec comme niveau à atteindre le SMIC en carrière complète en minimum, et pour les carrières incomplètes, le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 €, il est en cours de réévaluation, bientôt ce sera 1103. Et c'est aussi les jeunes qui n'arrivaient pas justement à manger, qui ont fait la queue pendant toute cette période de pandémie, pour lequel le financement de cette mesure, en plus, c'est pas compliqué. Au-dessus de 12 millions d'héritages par tête, on prend tout. Ça leur laisse quelques années à vivre. C'est l'allocation de solidarité pour la jeunesse. Pour que les étudiants n'aient plus besoin de choisir entre travailler et étudier, ce qui devrait être un petit peu la base, en fait, d'un étudiant. On leur permet de vivre, juste vivre, avec en minimum le seuil de pauvreté. Et c'est aussi notamment au niveau du RSA de pouvoir le permettre, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il soit disponible dès 18 ans. Puisque ça permettrait comme ça d'arriver à complètement sortir ce tout petit paramètre qui est non seulement incompréhensible, mais aussi complètement inutile, puisque de toute manière les étudiants n'y ont déjà pas le droit de fait. On ne comprend vraiment pas ce qu'il fait là, mis à part pour essayer de faire quelques économies sur le dos des pauvres. Et toujours sur ce thème, on va dire, du pouvoir d'achat, il y a eu, comme ce qui a été dit, toute cette histoire notamment de tarifs, de prix. C'est le chaos qui a été orchestré par ce marché mondial, sa spéculation, qui a fait spécifiquement monter les prix à des tarifs qui sont absolument hallucinants ces derniers temps. Et c'est bon, petite anecdote comme ça, le changement de nom pour La République En Marche. Alors, Ensemble, bon, disons qu'on a bien compris que c'était Ensemble contre nous. La République des petits chèques, ça aurait pu le faire aussi. Mais c'est justement ça où on a cette grosse problématique. C'est-à-dire que ces petits chèques qui sont faits, que ce soit autant que les 18 centimes à la pompe, autant les 100 € qui nous ont gracieusement donné de notre propre argent pour l'essence, les 150 qui sont décalés au mois de septembre. À chaque fois, on finance ça, donc de notre poche, le trésor public, pour que ça finisse dans les poches du trésor privé. Vous n'avez qu'à voir les bénéfices de Total. On sait où passent nos 18 centimes à la pompe, hein, directement dans leur poche, ça n'a pas bougé, ça, de ce côté-là. 13,6 milliards de bénéfices. C'est pas mal. 13,6 milliards. Ils peuvent aller remercier la Macronie. Ils leur ont tout simplement donné notre argent, ils nous ont volé, nous le reprendrons. Et Agnès Buzyn, on va reparler des mutuelles, qui assurait justement que les mutuelles respecteraient leurs engagements de ne pas augmenter leurs tarifs, plus 10%, n'augmenteraient pas leurs tarifs pour refuser, et c'est l'excuse qui a été donnée justement pour refuser de les encadrer par la loi. On voit que ça ne marche pas, c'est une habitude. Bruno Le Maire rejette le plafonnement des frais bancaires, préférant croire à la promesse des banques de les limiter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des banques sociales, nous on les nationalisera. En attendant, c'est pas le cas. Résultat, ils ont progressé juste sur la petite partie Covid. Juste la petite partie Covid. Un petit peu plus d'un an, 14 mois.
3,5 milliards de plus 54%. Apparemment, en termes de limite, il n'y en a pas beaucoup. Et quant à la grande distribution, elle revend les fruits et légumes à peu près 10 fois le prix qui sont versés aux producteurs. Donc on sait où est-ce qu'on va aller récupérer l'argent qu'on a besoin pour pouvoir arriver à financer tout ça. Il n'y aura pas de souci. Et avant même l'invasion russe de l'Ukraine, le paquet de pâtes premier prix avait déjà augmenté de 20% en un an. Les œufs premier prix, les légumes en conserve et l'huile, près de 4%. Et donc là, il y a eu une déclinaison de chiffres locaux. Jusqu'à 8 millions de personnes qui l'année dernière ont dû avoir recours à l'aide alimentaire. Sans parler de tous les problèmes de santé causés par une alimentation de mauvaise qualité, une obésité qui a doublé en 25 ans en France, qui touche 17% de la population à l'heure actuelle. C'est tout ça justement qui est à mettre dans la balance quand il nous parle de financement. Et pour en revenir justement à cette partie très alimentaire et très spéculative au niveau de l'usage qui est fait de cette guerre, l'envolée des prix des céréales ukrainiennes offre, au-delà du caractère purement spéculatif en fait de ça, puisque actuellement on consomme le blé de l'année dernière, donc bien avant la guerre, offre un joli paquet cadeau, on va dire à la grande distribution, une nouvelle opportunité pour reporter directement sur le consommateur l'intégralité de la hausse, sans rémunérer pour autant les producteurs, vu qu'ils vont se servir directement sur les marchés mondiaux. C'est pour ça que nous souhaitons bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Ça concerne notamment l'alimentation, ça concerne aussi les produits d'hygiène, mais surtout ça ne se fera pas sans vous. Et donc je vais rebondir un petit peu sur ce que tu m'as fait lire tout à l'heure, par rapport aux revendications justement qui ont été proposées là en 2022 par le Secours catholique, qui a le fait d'inclure directement les plus précaires dans des organes de décision sur ce qui concerne leur alimentation. Au niveau de la proposition de loi qui a été validée là, nous, sur la nouvelle Union populaire, il manque ce volet-là. Clairement, il va falloir arriver à le défendre à l'Assemblée, puisque le but c'était de concerner les citoyens dans leur ensemble, avec les producteurs, avec des consommateurs, mais sans spécificité justement sur ces associations et ceux qui y bénéficient, donc il va falloir clairement qu'on arrive à faire évoluer cette petite partie-là. Mais dans tous les cas, cette liste de produits dont il va falloir fixer les prix, ça se fera avec vous. Pas contre vous, c'est avec vous. C'est vous qui pourrez décider de quels produits vous avez impérativement besoin pour qu'on puisse arriver justement à les bloquer et à faire en sorte que vous puissiez toujours les acheter. Et ça concerne aussi les énergies, spécifiquement l'essence, à plus de 2 € le litre. Dans nos milieux ruraux sur lesquels le moindre déplacement coûte littéralement un bras en fonction du véhicule qu'on a, nous souhaitons le rebloquer au prix auquel il était quand on l'a proposé la première fois à l'Assemblée, c'est-à-dire 1,40 €. Et ils s'adapteront. L'essentiel de ce prix actuel, c'est purement spéculatif. Puisqu'il leur suffirait juste, entre guillemets, d'ouvrir un tout petit peu plus les vannes sur ce qu'ils ont déjà extrait, et de toute manière, ça leur permettrait d'atteindre la rentabilité. Donc s'ils veulent, ils peuvent. Il n'y aura pas de souci là-dessus, et nous avons besoin de revivre à nouveau. C'est pour ça il sera bloqué à 1,40 €. Mais au-delà même de ce simple système, c'est pour pouvoir arriver à sortir de ce cadre où il faut choisir entre remplir son frigo et remplir son réservoir de carburant pour pouvoir arriver à se déplacer. Et surtout le reste des énergies, il va falloir aussi rappeler d'où ça vient, notamment la grande partie de ces problèmes. La France a démantelé ses champions publics, notamment EDF. Donc on a les affiches qui tombent. Et en suivant justement les directives européennes, elle a obligé EDF à vendre aux concurrents une électricité à prix cassé. En plus d'une électricité qui correspond à des tarifs qui ne sont pas produits en France, mais aux pires usines de transformation en général sur du gaz en termes de tarifs, et non pas avec les énergies renouvelables ou avec le nucléaire comme ce qui est à l'heure actuelle utilisé en France, et qui ne correspond pas en termes de tarifs au coût réel de la production d'électricité. Et idem, on va revenir, avant même la crise ukrainienne. Le prix du gaz a augmenté entre janvier et octobre 2021 de 57%. On a essayé de le limiter, ce bouclier avec un bouclier tarifaire, la grande option et on va dire la grande thématique de la Macronie. D'ailleurs, tellement grande thématique que vous apprendrez, si vous n'avez pas écouté le débat sur France Bleu Périgord, que peut-être
Monsieur Macron et son futur gouvernement pourraient revoir à la hausse le bouclier tarifaire sur les énergies. Mais apparemment, même leurs futurs potentiels députés n'en savent rien. Verdict viré. Et depuis l'ouverture à la concurrence de ce marché de l'énergie, il y a 10 ans, le prix du gaz a bondi de 80%. Celui de l'électricité de 60%. Donc ceux qui nous défendaient la concurrence libre et non faussée, qui n'existe que dans leurs rêves, à tout prix, comme le modèle qui nous permettrait de réduire nos factures, il va falloir qu'ils retournent un petit peu... Ouais, voilà, on parle même plus du cours d'économie, je pense qu'on parle de la cour d'école. Parce que entre confondre le plus et le moins, il y a un problème. D'autant plus, si on revient justement sur cette partie de l'essence, le prix du litre d'essence à l'été 2021 était d'1,65 €. Donc, bien en dessous de notre niveau actuel. Et c'est ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. En grande partie. Rien n'a été fait pour pouvoir résoudre cette crise de manière pérenne. Tout juste un chèque énergie qu'on évoquait tout à l'heure, pris dans notre argent pour pouvoir arriver à servir les caisses privées. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'ils ne feront plus rien contre nous sans que nous soyons là. Il va falloir leur rappeler. C'est pour ça que sur tous ces systèmes de gestion et de production des énergies, que ce soit au niveau des parcs de production énergétique, je vais y arriver, il se fait tard, de la production énergétique ou de la... je vais pas y arriver, de la diffusion, le réseau énergétique, ainsi que la distribution des eaux et son recyclage, nous renationaliserons tout ça. C'est dur une fin de campagne, en fait, des fois. Oui. Vous avez encore une semaine à faire, hein, donc on va y venir. Et pour toute cette partie de production énergétique, le but du jeu, c'est d'arriver à terme sur du 100% renouvelable. Et on va revenir à ce qu'on disait au début. Il faut qu'on puisse arriver à reconquérir le temps long pour pouvoir arriver à planifier cette production énergétique ensemble. Ça évitera de se comporter comme ce que la Macronie permet, en laissant des entreprises privées monter des projets, que ce soit pour l'éolien en Dordogne, alors que l'éolien ne rapporte rien en Dordogne d'un point de vue énergétique, que ce soit pour essayer de raser tout le causse de l'île, qui est un petit peu plus bas, là, au niveau d'Exideuil, en voulant raser 18 hectares pour mettre des panneaux solaires. On a des toits, on a des parkings, qu'est-ce qu'ils attendent? Non. Mais là, ça permet de récupérer des subventions. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à remettre l'État au centre de ces décisions-là. Et on va revenir sur tout le reste. C'est aussi, pour parler du pouvoir d'achat, toutes ces dépenses contraintes, qui ne sont pas forcément toujours calculées dans ce pouvoir d'achat. Rien n'a été fait pour le logement par la Macronie pendant ces 5 ans, même pire. Macron a ouvert son quinquennat, il faut le rappeler quand même, en baissant de 5 € par mois les APL, pour 6,5 millions de foyers. Et Hubert Taffon l'a validé. Il a tenté de s'aborder l'embryon d'encadrement des loyers péniblement voté sous Hollande. Au moins, il aura fait quelque chose de bien, celui-là. Dans le même temps, des dizaines de milliers d'expulsions sont conduites chaque année. Depuis le début des années 60, le poids du logement, dans l'ensemble de nos dépenses, a plus que doublé, avec un rythme d'augmentation de plus de 3% par an. La hausse des prix du logement, rien que sur l'année 2020, c'est pratiquement 6% en pleine crise sanitaire. Alors même que notre situation financière se dégradait, et notamment celle des plus pauvres. C'est pour ça qu'on bloquera les loyers à la baisse, pour qu'ils reviennent à un niveau raisonnable. On en profitera aussi pour rénover les passoires thermiques, pour éliminer totalement ce genre d'habitation. Et c'est 700 000 passoires thermiques à rénover par an. Et pour revenir justement à ça, l'idée de base des isolations, 1 €, des primes, ma prime rénov et ce genre de choses n'est pas mauvaise. Mais il va falloir la pousser plus loin parce que quand vous devez avancer de l'argent, de toute manière que vous n'avez pas, vous pouvez pas faire ces rénovations. C'est pour ça que l'État devra se garantir justement cette avancée d'argent pour plus que ce soit aux pauvres d'avancer de l'argent qu'ils n'ont pas. Et pour cette collectivisation justement des moyens de production énergétique et de l'eau, ça nous permettra aussi quelque chose d'absolument essentiel. C'est garantir que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits. C'est garantir que les premiers kilowattheures soient gratuits. La nationalisation, ça peut être aussi celle des télécommunications. Ça nous permettrait que
premiers octets, les premières choses nécessaires justement pour pouvoir ne serait-ce que faire ces déclarations d'impôts, soient gratuits. Dans ces autres dépenses contraintes, il y a l'éducation, qui est soi-disant gratuite. C'est actuellement un des premiers secteurs prioritaires pour nous, en tout cas, pour pouvoir arriver à le rendre définitivement gratuite, parce qu'elle est loin de l'être. Une famille, en moyenne, dépense entre 580 et 1290 € par an pour l'éducation. D'un enfant, d'un seul. C'est pas une moyenne familiale. Dans ce montant, il y a les frais de cantine, d'internat, garderie, qui consiste le poste de dépense le plus important, mais aussi toutes les fournitures scolaires. L'absence de gratuité réelle, en fait, discrimine les enfants, une fois de plus, entre les classes populaires et les riches, pour changer. Ça permet d'éviter justement un accès à de bonnes conditions d'études en fonction du milieu social. Le gouvernement actuel a proposé d'inscrire la gratuité réelle de l'école publique dans tous... Non, je mélange. Notre gouvernement, pas le gouvernement actuel. Oui, on y est déjà. Mais on y est déjà un petit peu en avance, c'est dans 2 semaines. Notre gouvernement proposera d'inscrire la gratuité réelle de l'école publique dans tous ses aspects, à commencer par la gratuité des cantines, locales et bio, et insérer tout ça dans un code de l'éducation. La loi impose également à l'heure actuelle, ça mon mélange entre les deux phrases, la loi impose à l'heure actuelle la gratuité des fournitures pour diminuer le coût d'une rentrée scolaire. C'est juste pas tenu en fait, c'est juste pas fait. Donc il va falloir juste appliquer la loi sur ce niveau-là. Et le coût des fournitures scolaires, c'est quelque chose qui a augmenté de 5% pour une rentrée en 6e là cette année. Le gouvernement qu'on souhaite mener accompagnera aussi les collectivités territoriales pour former le personnel, réaliser tous les investissements nécessaires à l'élaboration de repas de qualité, parce que pouvoir travailler en 100% bio et local, il faut aussi pouvoir reformer les gens pour transformer les produits qui sont bio, locaux. La gratuité réelle, ça ne doit pas être une gratuité au rabais, c'est pas juste en diminuant justement les coûts, comme ce qu'ils aiment bien faire, diminuer les coûts, c'est proposer réellement une éducation de qualité, une alimentation de qualité à la cantine. C'est d'arriver à une école gratuite intégrale. Et pour revenir sur les dépenses contraintes, toujours, celles que tu évoquais tout à l'heure, plus d'un tiers des Français ont renoncé, durant cette année, aux soins, par manque de moyens. Alors on rendra l'honneur à Croizat, ministre communiste et ouvrier, on ira jusqu'au bout de son projet initial, la sécurité sociale, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. S'ils l'ont pas compris, on va le faire. 100% sécu, en remboursant à 100% tous les soins prescrits. Que ce soit les soins en général, les médicaments, les appareils dentaires, optiques, auditifs, et on en profitera de cette espèce de semi-monopole et d'avoir justement une industrie pharmaceutique qui sera aussi partiellement nationalisée pour pouvoir pallier au manque, pour faire baisser les tarifs. À tous ceux qui nous accuseront de faire du Zola, c'est la même chronique qui l'a généralisée, cette précarité. Ça fait 40 ans de néolibéralisme qui l'ont encouragé, mais ces 5 dernières années ont été une catastrophe. Alors, monsieur Cubertafon, laissez-nous la place, parce que le peuple est là pour réparer vos erreurs. Et on va revenir après sur quelque chose de beaucoup plus long terme, là, pour le coup, puisque le blocage des prix, c'est pas juste le blocage des prix à l'achat pour le consommateur. Le blocage des prix, ça va aussi, justement, avec le fait de garantir les revenus des producteurs. Parce qu'ils en font aussi partie des précaires, pour la plupart. Et donc là, ça va nous permettre de parler un petit peu d'Union européenne, puisque on a certaines complexités, on va dire, avec l'Union européenne, mais on a aussi certaines solutions. Rien ne nous empêche, puisque nos partenaires sont d'accord, de faire ce qu'on appelle du protectionnisme solidaire. C'est-à-dire que si demain, pour un simple exemple, on estime que les tomates, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, pour ne pas rentrer en concurrence avec les tomates qu'on produit localement, n'ont pas le droit de rentrer à moins de 2 € le kilo, on le fait. Et c'est juste un exemple, mais on a déjà réussi à le faire, puisque c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire pour les glyphosates, et c'est quelque chose qu'on a fait pour le diméthoate sur les cerises. Il y a quelques années de ça, vous pouviez encore mettre ce produit hautement nocif et hautement cancérigène sur vos cerises. On a décidé de l'interdire, et avec raison, les agriculteurs ont dit oui, c'est bien gentil, vous l'interdisez en France, mais vous traversez la frontière, vous allez les chercher en Turquie, et il n'y a plus de problème. On a pu fermer les frontières aux cerises,
où il y avait du diméthoate dessus. Donc on le fera. Si on a été capable de le faire, on pourra le refaire à nouveau. Et l'augmentation justement de ce pouvoir d'achat, c'est notamment la possibilité de pouvoir bien vivre. C'est la possibilité d'acheter, de faire vivre local, parce que ça limitera justement ces difficiles arbitrages entre manger et se déplacer, entre manger et se chauffer, entre manger et survivre, survivre et survivre. Il ne nous laisse pas beaucoup de choix des fois. Et ce sont les premiers à parler de valeur travail en plus. Et alors là, c'est quelque chose qui me fait assez marrer. La valeur travail. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une seule façon d'augmenter la valeur travail. Parce que ce qu'ils font, c'est défendre la valeur capitale. Pour augmenter la valeur travail, augmenter les salaires. C'est pas plus compliqué que ça. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Parce que là, on va parler de quelque chose qui est assez marrant. Je ne sais pas si vous connaissez Natixis. Oui. Bon, un organisme un petit peu marxiste, une banque d'affaires, quoi. Et il y a des petits documents marrants qui sortent de temps en temps, qui datent de 2018, je le garde précieusement depuis. Et alors le titre, je vous le donne en mille. La dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévue Karl Marx. Ça débute bien. On observe bien, aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, la succession d'évolutions que Karl Marx avait prévues. La baisse de l'efficacité des entreprises, ralentissement de la... Alors là, je vous passe le charabia bien économiste, ralentissement de la productivité globale des facteurs, toute chose égale par ailleurs, impliquera une baisse du rendement du capital des entreprises. Pour faire simple, c'est moins rentable. Deuxième point, les entreprises réagissent à cette évolution en réduisant les salaires. On l'a un petit peu vu, c'est l'attaque permanente. Point 3, mais cette stratégie a une limite. Donc ils en sont conscients qu'il y a une limite. Atteindre quand les bas salaires deviennent trop faibles. Les capitalistes se lancent alors dans des activités spéculatives qui font apparaître des crises financières pouvant entraîner la destruction du capitalisme. Donc s'ils en sont conscients, au moins ils ont une solution aussi toute faite, augmenter les salaires. Ça résoudra votre problème, ça sauvera le capitalisme. Parce que de toute manière, une implosion du capital, on le paiera tous. On aura du mal à s'en remettre, même nous. Donc on va essayer, on va dire, de le consolider pendant quelques temps avant de le remplacer. Et il y a donc, le 12 et 19 juin, un choix capital qui s'offre à vous. Celui de continuer justement cette campagne de destruction de la Macronie pendant ces 5 dernières années avec M. Hubert Lafont en local, ou celui d'offrir un autre choix de société à vous et à vos familles avec la NUPES. En somme, le socialisme ou la barbarie. Voilà le choix qui nous est offert. Alors les 12 et 19 juin, votez et faites voter pour la NUP. Démontrez que cet autre monde est toujours possible parce que, justement, c'est entre vos mains qu'est ce résultat. Et je vais continuer à citer justement M. Croizat. Ne parlons pas d'acquis sociaux. Parlons de conquis sociaux. Parce que le patronat ne désarme jamais. Alors voilà le temps des nouvelles conquêtes venues. Et ensemble, invisibles, sans voix, nous irons conquérir le pouvoir. Alors vive la NUP et vive le peuple. Changer de base, nous ne sommes
ensemble, bien soyons